Bonjour à tous, merci de nous rejoindre si tôt ce matin pour commencer cette journée donc autour de l'innovation dans la banque, dans ce lieu qui est le Palais Garnier, qui est un lieu chargé d'histoire, de tradition. Et on commence un peu à s'imprégner de cette journée d'histoire et de tradition, mais toujours tournée vers l'innovation. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir Héloïse Bourdon, première danseuse à l'Opéra de Paris, et Chung Min Lam, danseur sujet à l'Opéra de Paris aussi, c'est leur lieu de travail ici tous les jours depuis plusieurs années déjà, et qui vont nous parler de leur parcours inspirant et toujours tourné dans la tradition, mais aussi dans l'innovation dans leur métier. Alors, Héloïse, toi, tu es parisienne. Alors, Chung, toi, tu es née à Hong Kong. Et quelles ont été vos motivations si jeunes pour commencer dans ce métier qui est la danse? Alors, moi, c'est venu assez rapidement quand j'étais petite. J'étais une enfant qui aimait bien bouger. Mes parents écoutaient beaucoup de musique classique à la maison. Donc, il s'est trouvé que mes parents m'ont inscrit à un cours de danse et j'ai eu un coup de cœur pour la danse. Et ça m'a pas quittée depuis. Donc, je pense que j'ai aimé tout de suite l'exigence, le cadre et le côté peut-être gracieux, féminin. Mais je me souviens d'aimer l'exigence qu'on nous imposait même enfant dans les premiers cours de danse que j'ai pris, quoi. Voilà. Bonjour à tous. Ma passion pour la danse est venue par la musique parce que j'ai été passionné de piano dès mon plus jeune âge. Et en réalité, j'ai commencé par le piano et ça a été ma première passion et mon premier rêve. Et ma maman voulait que je trouve une autre activité qui allie à la fois ma souplesse physique, parce que j'étais plus souple que ma sœur, la musique, et aussi le fait d'être avec d'autres enfants, parce que j'étais souvent seul devant mon piano. Et elle a pensé à la danse parce que ça a été aussi sa passion à elle quand elle était jeune. Et j'ai essayé et j'ai beaucoup aimé bouger mon corps avec la musique. Et donc j'ai décidé de commencer la danse à l'âge de 7 ans. Ok. Et à quel instant on se dit, alors si jeune, avec tant de responsabilités, cette danse va devenir mon métier? Alors personnellement, en fait, ça s'est fait naturellement, puisqu'en fait le parcours a fait que je suis rentrée à l'école de danse de l'opéra, puis je suis rentrée dans le corps de ballet, et en fait j'avais 8 ans, 10 ans, 16 ans quand je suis rentrée dans le corps de ballet de l'opéra, donc je ne me suis pas vraiment posé cette question-là, ça s'est fait naturellement. J'aimais danser, ça marchait bien, même s'il y avait... j'étais confrontée aussi à des choses qui me peinaient ou qui étaient très difficiles, mais il y avait toujours en moi quelque chose qui me maintenait dans ce cursus et dans cette envie de progresser, de me dépasser et d'aller plus loin. Voilà. Pour ma part, je pense que j'ai dû me poser un peu plus de questions qu'Héloïse parce que il est assez inhabituel à Hong Kong surtout qu'un garçon fasse de la danse à titre professionnel. Et je suis vraiment très reconnaissant envers mes parents qui m'ont toujours soutenu dans cette voie. Et c'est vers l'âge de 11 ans que j'ai voulu vraiment faire de la danse mon métier. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de commencer à chercher pour des écoles professionnelles à l'étranger, parce qu'à Hong Kong, il n'y en a pas, malheureusement. Et j'étais dans une école d'amateurs. Et c'est comme ça que je suis venu en France, que j'ai essayé l'école de danse de l'Opéra de Paris et que je suis venu en France à l'âge de 14 ans. Ok, et justement, donc l'Opéra de Paris a sa propre école de danse qui est située aujourd'hui à Nanterre. Donc toi, Héloïse, tu rentres à l'école de danse en 2000, tu avais 8 ans. Et toi, Chun, tu viens donc en France à 14 ans pour rentrer à l'école de danse de l'Opéra de Paris. En quoi cette école est une école d'excellence, selon vous? C'est une école d'excellence parce que les professeurs sont pour la plupart, oui,
sont tous issus de l'opéra et que c'est des anciens danseurs de l'opéra qui sont partis en fait à la retraite et qui sont souvent du coup reconvertis comme professeurs, qui du coup nous enseignent tout un savoir et toute une expérience, tout un bagage qu'ils ont reçu lors de leur carrière à l'opéra. C'est une école d'excellence parce que on est détaillé, chaque geste qu'on fait est répété et on demande de nous le faire progresser. On a des bulletins tous les trimestres. Je ne sais pas si ça se fait encore, mais nous, on avait un détail de tout, la souplesse, les pirouettes, tous les éléments techniques et artistiques sont détaillés avec des notes. Et à 8 ans, c'est quand même très jeune d'être noté sur tout comme ça. Voilà, je dirais que c'est une école d'excellence dans le sens où on nous pousse énormément dans nos capacités et à progresser dès le plus jeune âge. Ce qui est bien parce que c'est vrai que pour la danse, c'est un métier qui vaut mieux commencer jeune pour pouvoir développer des capacités, ne serait-ce que physiques, qu'on développe plus rapidement quand on est jeune, parce que le corps est plus à même de progresser et de s'articuler au maximum et tout ça quand on est jeune. Voilà. Et j'ajouterais que j'ai choisi l'école de danse aussi pour sa tradition, donc son histoire, qui vient de loin, de Louis XIV. Et ce sont un petit peu aussi... donc c'est la référence du style de l'école française. Et c'est d'ailleurs pour ce style que j'ai choisi l'Opéra de Paris, parce qu'à travers les nombreuses vidéos et de DVD que je regardais quand j'étais élève danseur à Hong Kong, j'ai particulièrement apprécié le style français et que j'ai trouvé très élégant, très poétique et très précis dans notamment le travail du bas de jambe et dans la petite batterie qui est aussi qui est caractéristique du style de l'école française. Et voilà, j'ai énormément aimé ça et je retrouve donc tout ça, tous ces éléments dans mon enseignement à l'école de danse que j'ai reçu. Et alors, on va parler un petit peu de, aujourd'hui, la compagnie de l'Opéra de Paris. Donc toi, Héloïse, tu rentres en 2007, tu as 16 ans, c'est très jeune pour commencer une activité professionnelle. Toi, Chun, tu fais le concours d'entrée à l'opéra, tu échoues une fois en 2015, mais tu rentres et tu avais 18 ans. Alors, en quoi cette compagnie fait encore rêver aujourd'hui ? Pour moi aujourd'hui. Pour vous, et ouais. oui, pour vous, bien sûr. Je dirais que c'est quand même impressionnant et tous les jours de venir travailler dans ce monument qu'est le Palais Garnier. Ça, c'est quand même tous les jours quand je rentre à l'opéra, je me dis waouh, quelle chance j'ai de travailler ici. Et ensuite, en ce qui concerne la compagnie, c'est vrai qu'il faut apprendre à se renouveler aussi parce que je suis rentrée très jeune, comme tu le dis. Donc, ça fait 17 ans maintenant que je suis à l'opéra. Donc, j'ai beaucoup dansé déjà un grand répertoire de l'opéra, je l'ai déjà dansé. Donc, pour moi, maintenant, le challenge, c'est quand je redanse des pièces et des ballets, d'essayer de trouver autre chose pour me nourrir artistiquement. Donc, en ça, on a des maîtres de ballet qui nous font travailler, qui vont me permettre d'aller plus loin dans ma pratique et dans ce que je veux dégager, dans ce que je veux offrir au public. Donc voilà, j'essaye de ne pas m'ennuyer et puis de toujours aller plus loin. Mais bon, de toute façon, la danse, c'est pas un métier où on s'ennuie vraiment. Parce que chaque jour, c'est un peu comme une remise en question quotidienne. L'acquis d'un jour ne sera pas forcément acquis le lendemain. En tout cas, c'est un métier, c'est un sport de haut niveau aussi, la danse. En plus d'être un métier artistique, c'est aussi un sport de haut niveau. Et je pense qu'en ça, tous les jours, quotidiennement, je me dis, mais rien n'est acquis, il faut que je retourne dans le travail, que je retourne dans ce que je dois progresser. Et donc, voilà, je ne m'ennuie pas. Ce qui me fait rêver encore aujourd'hui dans cette compagnie du Ballet de l'Opéra de Paris, donc c'est, comme tu l'évoquais, Louise, le Palais Garnier. Donc je suis extrêmement
fier de pouvoir danser sur cette scène incroyable, magique, et de répéter et venir travailler tous les jours ici, dans ce magnifique théâtre du Palais Garnier. La qualité du corps de ballet, parce qu'aujourd'hui, quand je regarde beaucoup de spectacles de danse à l'opéra et dans les autres compagnies, je constate qu'on a une très belle qualité du corps de ballet. Le corps de ballet, c'est les danseurs qui dansent en groupe dans un ballet. Souvent, dans les ballets classiques, on a un groupe des danses en groupe. La qualité des costumes et des décors, qui est aussi exceptionnelle à l'opéra. Et aussi le sens du détail, peut-être dans notre travail, peut-être que par rapport à la plupart des autres compagnies, on se focalise énormément sur les détails, on passe beaucoup de temps sur la hauteur des bras, le placement sur la scène, les pans de tête. Donc, aussi peut-être la diversité du répertoire. On a accès ici, on a ici une chance de travailler avec énormément de chorégraphes des styles très différents. Et voilà, donc ce sont des choses qui me font rêver encore aujourd'hui à l'opéra. Super. Alors, on va parler d'un moment marquant dans un danseur, en tout cas à l'Opéra de Paris, qui est ce que s'appelle le concours de promotion interne. Donc, pour vous expliquer un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas, le concours, alors il est en train de changer, mais on va dire de leur époque. En tout cas, parce qu'il est en voie de justement aussi de se renouveler, ce concours exactement. À leur époque, pour monter en échelon, ils doivent passer des concours internes. Et c'est le seul moyen de progresser dans la hiérarchie des danseurs de l'Opéra de Paris. Et il y a 4 niveaux et le dernier, c'est étoile. Et ça, c'est à nomination du directeur de la danse et du directeur de l'Opéra de Paris. Ce concours, c'est un concours très exigeant. C'est 3 minutes sur scène avec un jury qui est composé de danseurs et de noms de gens de la danse. Et ça se passe une fois par an sur la scène de l'Opéra Garnier. Donc c'est un moment vraiment crucial pour eux pour monter dans les échelons, ce qui leur permet d'accéder à des nouveaux rôles de solistes une fois qu'ils sont plus haut dans la hiérarchie. Et donc, certains ont des chemins plus faciles. En tout cas, je pense que ce concours, il est difficile pour tout le monde, quoi qu'il arrive. Beaucoup de pression, beaucoup d'engagement. Alors toi, Héloïse, donc, tu rentres en 2007 à l'Opéra de Paris. 2 ans après, tu montes d'un grade, tu passes coryphée en 2009 et ensuite sujet en 2010. Donc très vite, 3 ans, tu es déjà à la moitié, tu es demi-soliste. Et ensuite, tu dois attendre 9 ans pour remonter d'un grade première danseuse en 2019. Donc, comment tu fais pour surpasser, attendre ces 9 ans qui ont été semés de doutes, de remise en question, mais aussi d'arriver à dépasser ta limite pour arriver à être première danseuse aujourd'hui? Alors effectivement, ces 9 ans étaient très longs. Au début, j'étais très jeune et je ne me sentais pas forcément suffisamment prête pour atteindre le grade de première danseuse. Donc j'ai été patiente. Puis à un moment donné, je me suis dit, en fait, ça suffit, j'ai suffisamment attendu. Là, maintenant, ce serait bien que ce soit pour moi, ce statut de première danseuse. Donc, à ce moment-là, c'est difficile parce que ça ne l'a toujours pas fait. Et en plus, comme le dit Arline, c'est un concours qui est tellement difficile qu'il y a un moment donné où, en fait, on pense tellement enfin, en tout cas, moi, je pensais tellement à atteindre l'objectif que j'en oubliais la passion et le plaisir d'aller en scène et de continuer à danser. Parce que c'est un concours, mais en fait, ce que le jury, au milieu de quand même plusieurs danseuses qui passent, souvent c'est les mêmes variations, en fait, ce qui ressort de ce concours, c'est des choses qu'on oublie au fur et à mesure des années. C'est-à-dire, moi, je trouve l'énergie, la personnalité et le plaisir de ce qu'on va voir, et pas forcément la perfection même si ça doit être impeccable, surtout pour monter première danseuse, mais on ne va pas juger les mini-erreurs. Je pense qu'on va avoir une globalité, quelqu'un qui va proposer quelque chose, et j'en oubliais ça. Et donc, ça a mis plusieurs années à ce que je me rende compte que je n'étais pas du tout dans le bon état psychologique. Et du coup, je dansais peut-être moins bien que ce que j'aurais pu faire. Donc, du coup, ça ne marchait pas.
Et ce qui m'a fait le déclic, c'est ça, me rendre compte que en fait, j'étais pas dans le bon état d'esprit, et aussi une rencontre artistique. J'ai travaillé avec une ancienne danseuse étoile qui m'a permis de dépasser ça aussi psychologiquement, qui m'a remis dans un bon état d'esprit et qui m'a redonné confiance en moi, en fait. Parce que je pense qu'à force de trop me remettre en question, mais pas dans le bon sens, j'avais perdu la confiance qui est complètement nécessaire pour pouvoir atteindre cet objectif que je m'étais fixé. Tu es finalement revenu un peu à l'essence même de la base pour repartir sur quelque chose de nouveau. C'est ça qui est intéressant toujours dans les danseurs, c'est cette capacité à toujours se renouveler, de revenir au départ, aux traditions, à l'héritage, à ce qui nous anime, pour repartir un peu sur une nouvelle voie. Donc on était super contents en tout cas pour ceux qui te suivent depuis longtemps. Et alors, Choun, toi, tu as un parcours différent de celui d'Héloïse. Tu rentres en 2015. En 2021, tu montes d'un échelon coryphée. Ensuite, 3 ans après, sujet. Donc, c'est super. Assez vite, tu arrives à être demi-soliste. En revanche, ton année 2021 a été marquée par ta plus grande blessure dans la danse. Qu'est-ce que cette période t'a apporté, du coup? Parce que finalement, encore une fois, tu as dû te renouveler, peut-être revenir au basique pour continuer à monter ton ascension à ce sujet en 2024. Donc effectivement, je me suis fait mal au pied d'une semaine avant ce concours de promotion en 2021. Et c'était la 3e fois que ça m'arrive d'ailleurs. Donc je me faisais mal occasionnellement avant un concours ou une date importante. C'était le cas pour un autre concours de promotion des années avant, et puis le concours de Varna aussi. Et donc, il y a eu une grosse déception au début quand même, parce que j'étais particulièrement confiant pour ce concours-là. Et très vite, les médecins et les kinés ont aussi le talent de gérer la psychologie des danseurs quand ils annoncent la gravité de la blessure. Donc ils le font petit à petit. Au début, ils me disaient que ça va être peut-être 3 mois, et puis 6 mois, et puis peut-être que ce sera un peu plus compliqué que prévu. Donc au fur et à mesure, j'ai compris que je n'allais peut-être pas redanser. Donc on m'a dit qu'on ne sait pas comment la blessure va évoluer et que ça risquait peut-être d'être plus compliqué que je pensais. Et à ce moment-là, donc au final, je m'attendais à peu près 1 an d'arrêt. Et j'ai saisi sur cette occasion pour faire autre chose et me préparer pour la suite et pour mon après-carrière, puisque depuis le début de ma carrière, je suivais toujours une formation et je poursuivais toujours des études supérieures. Donc, j'ai commencé par Grenoble École de Management dès le début de ma carrière. Et à ce moment-là, c'était ma dernière année de mon master à Grenoble. Et je me dis, pour une fois, je peux me déplacer et suivre une formation en présentiel quelque part. Et je terminais mon master sur l'éducation financière des sportifs de haut niveau. Et bien, j'ai appelé l'école de Clermont-Ferrand qui s'appelle l'OREP tout de suite. Et donc c'était à 3 jours du début de la formation à Clermont-Ferrand. Et comme par miracle, ils m'ont trouvé une place, et donc je suis allé tout de suite. Voilà. Et donc ensuite, donc j'ai suivi ma formation sur 1 an à Clermont-Ferrand. J'ai créé ma société qui est un cabinet de conseil en gestion patrimoine pour les artistes et les sportifs de haut niveau que j'ai gardé aujourd'hui. Donc j'ai une double activité depuis 2021. Donc, alors tu vas pouvoir nous en dire plus bientôt, on va y revenir. On va un petit peu se focaliser quand même encore sur votre vie de danseur, on va dire pure classique au sein de l'Opéra de Paris. Sur toi, Héloïse, pour ceux qui te connaissent, savent que ton rôle fétiche, c'est Odette et Odile dans Le Lac des Cygnes, donc le rôle principal. Tu es tellement merveilleuse dans ce rôle qu'en 2016, le directeur du théâtre
Mariinsky de Saint-Pétersbourg te repère et vient te proposer de danser sur ces scènes mythiques en Russie, sachant pour ceux qui ne connaissent pas, la Russie, c'est vraiment le pays des danseuses classiques cygnes, elles sont toutes en cygne déjà. Et donc faire venir une danseuse française à danser sur cette scène mythique pour ce rôle mythique, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Alors comment, voilà, c'est un petit peu nous raconter ce petit moment exceptionnel de ta vie, on vient te proposer ça, comment ta première réaction et comment abordes-tu justement ce rôle sur place? Oui, alors j'étais très flattée et très étonnée, à vrai dire, qu'on me propose d'aller danser en Russie ce rôle mythique, effectivement. Après, je me suis dit, bon, bah, puisqu'on m'a choisi, on m'a choisi, et donc je vais faire en sorte que ça se passe du mieux que je peux, et je pense que y a rien qui est laissé au hasard, donc y a rien qui arrive plutôt par hasard, et je pense que c'est un rôle qui du coup me suit énormément depuis très jeune en fait, donc c'est un rôle que j'ai mûri au fur et à mesure aussi des années. Et cette expérience, justement, au Mariinsky m'a permis de le faire grandir, ce rôle, parce qu'en Russie, ils ont une approche, déjà, c'est pas tout à fait la même version qu'à l'opéra, même si dans les grandes lignes, ça reste quand même évidemment le même ballet. Mais ça m'a permis de travailler, du coup, avec des coachs russes qui ont une approche dans le travail des bras, du cou. Donc, elles sont moins focalisées sur tout ce qui est, comme le disait Chun, le bas de jambe, la qualité des pieds, tout ça, c'est un petit peu moins ça qui est mis en avant. Mais par contre, tout le haut du corps, l'expressivité du buste, il y a un côté... moi, je trouve que pour ce rôle-là, c'est génial parce qu'il y a un côté qui est très intense, même peut-être un peu des fois un peu exagéré, un peu... peut-être... enfin, c'est très intense, quoi. Nous, à l'opéra, on a tendance à faire des choses très, très sobres, je trouve. Et au Mariinsky, on m'a fait développer une facette de moi qui était un peu plus fougueuse, je dirais, voilà, dans l'interprétation. Et donc, c'était très intéressant pour moi que de développer ce rôle-là dans un autre cadre et avec d'autres coachs qui m'apportaient, du coup, d'autres choses par rapport à ce rôle. Du coup, c'est le fait de vraiment sortir du cadre pour mieux revenir à l'Opéra de Paris qui t'ont fait grandir là-dessus. Oui, tout à fait. Et ensuite, je l'ai redansé à l'opéra et c'était encore différent, mais je pense que ça m'a fait évoluer, j'en suis certaine, ça m'a fait évoluer dans ce rôle, oui. Alors toi, Chun, pour prendre un autre côté de l'angle d'un danseur, tu as dansé, comme Héloïse, beaucoup de grands ballets classiques. Au sein du corps de ballet, tu as fait énormément de rôles. Qu'est-ce que le collectif du corps de ballet t'a apporté? Je dirais, j'ai énormément apprécié la complicité que je pourrais nouer avec les autres danseurs du corps de ballet quand je danse dans un collectif. Et d'ailleurs, c'est le cas que je danse au sein du collectif ou quand je fais de temps en temps un rôle de soliste. Donc je me sens vraiment porté par l'amour et le soutien de mes collègues du corps de ballet quand je fais un rôle de soliste, puisque quand on est sujet, on fait à la fois les rôles de soliste et les rôles de corps de ballet. Et donc, ça veut dire que je peux aussi bien danser dans une même série de spectacles sur plusieurs dates le rôle de soliste, mais sur d'autres dates dans le collectif. Et donc j'ai énormément apprécié cette complicité et ce soutien avec les autres danseurs. Et c'est ça qui m'a vraiment porté pendant de nombreuses années à l'opéra. Et qu'est-ce que ça m'a apporté d'autre? Je dirais, quand on travaille avec d'autres danseurs dans un collectif, on ne danse pas du tout de la même manière, puisque quand on fait un rôle de soliste, il faut beaucoup plus focaliser sur ce que l'on donne et ce que l'on envoie au public à titre individuel. Alors que quand on danse dans un collectif, c'est peut-être pas ça qui soit le plus important, même si ça reste très important, la façon dont on danse et la qualité de ce que l'on donne.
Mais il y a aussi une considération à avoir par rapport aux autres. Donc il ne faut pas, par exemple, sauter trop haut ou, enfin, par rapport aux autres, de façon à ce que ça crée, ça perturbe l'harmonie dans le collectif. Donc il faut toujours être avec les autres, même si parfois les autres ne sont pas bien placés ou en mesure par rapport à la musique. Il faut bien les suivre et être très attentif quand on est dans un collectif. D'accord. Et alors pour rejoindre un petit peu le thème de la journée, l'innovation, ce lieu n'est pas choisi par hasard. C'est intéressant de voir qu'on est dans un lieu comme le Palais Garnier, chargé d'histoire, de tradition. Et vous, c'est votre lieu de travail tous les jours. Comment vous arrivez à quand même vous réinscrire dans quelque chose de nouveau, malgré le répertoire classique qui est quand même qui date de très longtemps? Comment, sur ce parcours, vous êtes tous rentrés jeunes aussi à l'Opéra de Paris? Comment vous renouvelez? Comme tu dis, ça fait 17 ans que tu es là. C'est quoi tes sources de... Comment tu arrives, à quoi tu penses? Qui est ton moteur de te renouveler au quotidien? Je dirais que c'est les rencontres humaines qui se font au fur et à mesure de la carrière qui nous permettent de nous renouveler, dans le sens où ça peut être soit des gens de l'extérieur qui viennent effectivement nourrir un quotidien, ça peut être des maîtres de ballet qui viennent de façon pour remonter un ballet et qui viennent du coup d'une autre compagnie, et donc ça fait un air nouveau, c'est une nouvelle dynamique, c'est une façon de penser qui est un peu différente. Ça, en général, je trouve que ça fait du bien à la compagnie. Là, actuellement, par exemple, on travaille un ballet qui s'appelle Sylvia de Manuel Legris, qui est un ancien danseur étoile de l'opéra. Donc, c'est pas complètement nouveau. On l'a tous connu et admiré en tant que danseur. Et là, il vient remonter son propre ballet. Et je sens une émulation dans le studio. Je sens il y a une motivation de la part de tous les danseurs qui participent à ce ballet. Je pense qu'il faut qu'on ait quelqu'un en face qui soit... motivé et motivant et qui nous donne, en fait, qui nous alimente et qui du coup quotidiennement, ça se fait naturellement, il nous donne de l'énergie, il nous donne de la matière à développer des choses et du coup ça fait qu'on s'ennuie pas et qu'on s'enrichit de ça. Voilà. Je dirais aussi que techniquement dans la danse il n'y a pas d'acquis vraiment, parce que le corps évolue donc avec le temps. Et donc, on doit toujours s'y adapter. Par exemple, donc j'ai 28 ans, je ne me considère pas encore comme vieux, mais par rapport à ce que je faisais il y a quelques années, je vois que, enfin, même avant ma blessure, je vois que le dos n'est plus comme avant, je perds un petit peu en souplesse de temps en temps, au fil du temps. Donc, je dois trouver des moyens nouveaux pour arriver à faire certaines choses techniquement, surtout des choses difficiles, des grands sauts ou des pirouettes, puisque mon équilibre change aussi avec un corps qui change. Et puis, comme disait Héloïse, les rencontres. Donc Héloïse est aussi ma petite mère, qui est un système de parrainage à l'Opéra de Paris. Quand on a besoin de conseils ou quand on est désespéré ou quand on a besoin d'un éclairage ou d'un œil extérieur de quelqu'un de plus expérimenté dans la compagnie, on choisit un petit père ou une petite mère. Et donc les échanges que l'on peut avoir avec nos petits-parents ou d'autres personnes dans la compagnie nous apportent énormément dans les moments de doute, dans les moments où on se sent perdu dans notre parcours, et bien sûr les personnes qui arrivent à l'opéra et qui travaillent avec nous comme les chorégraphes et les maîtres de ballet invités, ça nous apporte énormément aussi. Alors, dans ce qui concerne donc, à l'Opéra de Paris, il y a un répertoire classique très chargé. Et voilà, par exemple, les grands ballets de Nureyev qui sont là depuis de nombreuses années. Mais cependant, c'est vraiment une compagnie qui est vraiment tournée aussi vers ce qui se passe de nouveau, toujours dans l'innovation, dans le renouvellement des pièces, soit un renouvellement des pièces du répertoire classique ou avec l'ajout de pièces contemporaines.
Quel regard portez-vous justement à ce renouvellement du répertoire? En fonction des directeurs qui sont du coup passés depuis quelques années, il y a eu effectivement une évolution du répertoire. Je pense que c'est bien qu'il y ait qu'on soit une compagnie plus polyvalente, tout en gardant nos fondamentaux qui sont quand même la danse classique, ce que je trouve très important. Parce qu'aussi l'école de danse, c'est une école de danse qui nous prépare à danser un répertoire classique. Donc même si on a des cours de folklore, de mime, d'expression musicale, on a un peu de cours de contemporain, mais on est sollicité énormément dans un répertoire classique à l'école de danse. Donc je trouve ça plutôt normal qu'à l'opéra on développe du coup des capacités et un registre classique. Maintenant, effectivement, le répertoire a évolué depuis quelques années, bien qu'il y a toujours eu des contemporains comme Matzek, Forsyth, qui sont là depuis déjà plusieurs années et qui viennent reprendre des pièces ou alors créer des pièces. Je trouve que ça s'inscrit dans l'ère du temps. On est en 2025. J'en ai fait un petit peu. Est-ce que ça m'a permis de développer des capacités après que j'ai réussi à remettre dans du classique? Je pense que de toute façon, ça fait du bien parce qu'une carrière, c'est à la fois court, mais c'est quand même long. Moi, je suis rentrée à 16 ans, on est mis à la retraite à 42. Donc, c'est pas mal d'expérimenter aussi plusieurs choses et de voir un peu aussi, est-ce qu'on aime un peu moins, est-ce qu'on se sent à l'aise. Pour ma part, j'ai été un peu mitigée parce qu'en même temps, j'ai aimé l'ambiance de travail, etc. Et en même temps, je sentais bien que ma performance, elle n'était pas dans des pièces contemporaines. Par contre, j'adore venir voir des pièces contemporaines à l'opéra. Je trouve ça toujours très bien dansé. Et moi, je trouve qu'à l'opéra, ce qui est impressionnant, c'est la capacité des danseurs à pouvoir à la fois danser du contemporain et du classique avec un si bon niveau. Et ça, c'est très rare, en fait, dans des compagnies internationales. Voilà. Je suis totalement d'accord. Et j'ajouterais que donc pour ma part, du point de vue du danseur, j'ai aussi participé à pas mal de créations contemporaines et de productions contemporaines. C'est difficile de parler du contemporain dans sa globalité puisqu'il y a tout dans le contemporain puisque les possibilités sont infinies. Contrairement au classique où on a un langage qui est bien défini avec des pas et un vocabulaire historique. Dans le contemporain, on peut avoir des styles de danse très différents en fonction des idées du chorégraphe et de son style. Et donc, il y a aussi des personnalités très différentes chez les chorégraphes contemporains qui font une création à l'opéra et dans d'autres compagnies d'ailleurs aussi. Donc, moi, j'ai eu des très bonnes expériences, comme des expériences un peu plus compliquées. Et je ne mettrai pas tous les contemporains dans le même panier. Et en prenant un petit peu plus de recul, je trouve que c'est très important pour l'opéra d'avoir des créations, puisque telle une entreprise qui s'adapte continuellement à son marché, le public évolue et leur goût aussi. Donc il est important, à mon sens, que l'opéra continue à enrichir son répertoire et ses spectacles en fonction de l'évolution du goût du public et des attentes aussi du public. Oui, et puis ça fait venir peut-être un public qui a effectivement un autre goût et qui n'a pas forcément soif d'un ballet classique, mais qui veut découvrir des créations contemporaines. Donc je pense que ça permet de toucher un plus large public en faisant des créations contemporaines. Voilà. D'accord. Pour revenir un petit peu sur ton actualité, Héloïse, récemment tu as été Princesse Aurore, donc le rôle principal dans La Belle au Bois dormant. C'est un ballet que tu as dansé il y a déjà une dizaine d'années. Comment, donc il y a 10 ans, tu étais beaucoup plus jeune, comment tu as pu te renouveler justement dans cette reprise de rôle ? Déjà, c'est quelque chose qui m'a plu de le reprendre. En fait, je me suis sentie beaucoup plus mature et beaucoup plus expérimentée de le réaborder avec 10 ans de plus.
parce que j'avais conscience en fait du coup de la difficulté du ballet. En fait, il y a 10 ans, j'étais beaucoup plus dans le faire et le faire avec de la joie, et là en fait ça m'a permis de travailler plus intelligemment, d'être plus progressive aussi dans mon travail, donc plus méthodologique, et j'ai trouvé ça plutôt très intéressant avec l'expérience d'il y a 10 ans de reprendre ce ballet, qui est un ballet qui est très difficile. Alors évidemment quand on nous regarde on a l'impression que rien n'est vraiment difficile, mais c'est très difficile physiquement, c'est très difficile au niveau du cardio aussi. C'est un ballet qui est très fatigant. Le premier acte, surtout, elle n'arrête pas de danser. Et en plus, elle n'arrête pas de danser. C'est-à-dire qu'elle enchaîne beaucoup de variations, d'adages, donc des parties à deux. Voilà, avec en plus des éléments techniques qui sont très attendus d'un public qui est initié à la danse. Donc il y a une forte attente, il y a du stress. Elle arrive après 45 minutes de début de ballet, donc il y a beaucoup d'attentes, tout le monde presque est déjà rentré en scène, et nous on est là à attendre notre moment. Et donc comment j'ai réabordé, avec beaucoup plus de maturité, et en fin de compte ça m'a permis de plus en profiter et d'être moins dans peut-être j'en ai plus profité, et j'ai plus créé aussi quelque chose avec mon partenaire. En fait, la maturité, c'est pas mal. C'est ce que je me dis. Alors, et toi, Chun, donc tu t'es renouvelée, mais pas que dans la danse, aussi dans une nouvelle passion qui est la finance, puisque tu as monté, lors de ta blessure, ta société de gestion de patrimoine dédiée aux sportifs de haut niveau. Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre ce chemin ? C'est un peu la vie. Je n'ai pas. C'est venu assez naturellement. Quand j'ai commencé à poursuivre mes études en école de commerce, je n'avais aucune idée que je serais dans la gestion de patrimoine un jour. Même si c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé depuis longtemps. La finance, les finances personnelles et un peu le côté juridique aussi. J'aime bien quand c'est carré, quand c'est clair, quand c'est précis. C'était quoi la question? Excuse-moi. Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre cette nouvelle tournure, à faire une double carrière finalement en fait? Donc c'est beaucoup la blessure, et c'est aussi l'idée de me dire que à la fin de mon master à GEM, la retraite de ma carrière de danseur était encore loin, et j'avais 25 ans. Et je me dis que je vais être diplômé de mon école de commerce, et c'est dommage de m'arrêter là et d'attendre 42 ans. Alors que tu avais déjà un métier. Non, mais ce que Chun ne dit pas, c'est que c'est quand même hyper impressionnant de faire un double cursus comme ça, parce que l'opéra nous demande énormément de temps et d'investissement. Donc, tu as peut-être eu envie de développer tes capacités intellectuelles d'une différente manière, non? J'ai peut-être voulu donner une suite à mon école de commerce. Je ne voulais pas ne rien faire après mon école de commerce. Tu fais pas rien, hein, si je peux me permettre. Non, par rapport à ce diplôme, je ne voulais pas mettre de côté mes études en parallèle jusqu'à l'âge de 42 ans. Donc je voulais continuer dans ce travail intellectuel, et donc je voulais trouver d'autres formations ou faire autre chose. Et il arrive qu'à ce moment-là, je me suis fait mal, et j'ai 1 an pour faire quelque chose. Et donc et aussi pendant le confinement, je voulais faire quelque chose aussi. Et j'ai passé l'examen de l'AMF, donc de l'autorité des marchés financiers, sans avoir forcément l'idée de faire de la gestion de patrimoine un jour. Mais donc en 2021, 2 ans après, enfin 1 an après, j'ai fait simplement le lien entre tout ce qui était possible pour moi, entre mon intérêt pour le monde de la finance, l'examen l'AMF que je venais de passer, et la fin de mon école de commerce, et le temps que j'ai eu d'un coup avec ma blessure.
Ouais, super. Alors, si vous devez nous décrire quelles sont des valeurs qui vous caractérisent. Je dirais l'exigence, la persévérance, quelque chose de l'ordre de lumineux, la luminosité. Je sais pas, la volonté. Ouais. Ouais, je pense qu'effectivement, pour rentrer à l'école de danse de l'Opéra de Paris à 8 ans, rentrer à l'Opéra de Paris à 16 ans et continuer dans cette voie exigeante. Oui, la volonté, la persévérance, c'est vrai. Voilà, ouais. c'est des choses qui caractérisent beaucoup les danseurs, Oui, mais c'est important de les souligner parce qu'en fait, c'est ça qui fait qu'ils ont un parcours vraiment différent, dont on s'inspire toujours. Ils ont cette capacité à se renouveler malgré le temps. Comme je disais souvent dans ce lieu chargé d'histoire, de continuer à quand même pas juste se réinscrire dans ce qu'on a l'habitude, mais aussi à continuer à faire quelque chose de nouveau. Et toi, Toon? La persévérance, tout à fait. La discipline de la vie de danseur et de danseuse. Je dirais que, pour ma part, à titre personnel, c'est beaucoup la confiance aussi, puisque dans des moments de doute et quand ça nous paraît impossible ou tellement difficile, c'est souvent la confiance, pas forcément en moi, mais aussi en d'autres personnes qui sont autour et qui croient en nous. Et c'est ça qui me porte aussi. Si on devait un petit peu décrire, donc Héloïse, toi il te reste quelques années encore à faire à l'opéra, quels sont un peu tes objectifs personnels pour ces dernières années en tant que danseuse à l'opéra? Je dirais continuer à m'épanouir, à faire des rôles qui me permettent de grandir humainement, artistiquement, et que je puisse vivre des choses en scène. Donc peut-être des ballets plus narratifs, je dirais, des ballets oui, plus narratifs, où il y a une histoire, où on voit beaucoup l'humain. Voilà. Et puis, bon, j'ai confiance en la vie, donc je me dis qu'il y aura peut-être des choses inattendues qui arriveront durant ce parcours. Et j'aimerais aussi, durant les années qui me restent, peut-être proposer la danse et l'univers de la danse à peut-être un monde qui n'y a pas forcément accès toujours, donc peut-être danser dans un autre cadre que l'opéra, peut-être plus pour des associations ou pour des gens qui n'y ont pas accès, parce que je pense que la danse, le mouvement, c'est quelque chose qui fait du bien à regarder. Pourquoi pas les initier s'il y a des envies, enfin voilà, quelque chose où j'ai envie de partager mon univers, pas forcément avec l'exigence qu'on m'a inculquée et l'exigence que j'ai actuellement, mais plus par pur plaisir, parce que je pense que le monde en a besoin. Voilà. Et toi, Toon? Je dirais rester passionné, parce que le métier... Dans la danse et dans la finance? Dans les deux, oui, tout à fait. Le métier de danseur n'est pas facile, comme disait Héloïse aussi. Et pour moi, quand j'ai choisi ce métier de danseur, c'est parce que j'étais tellement passionné. Et c'est ça qui m'a poussé dans cette voie. Et j'aimerais, dans les années qui me restent, que cette passion reste. Et tant que je reste passionné, je vais pouvoir en profiter un maximum. D'accord. Et juste pour finir, donc, alors je sais que c'est pas du tout votre milieu, la finance, mais bon, on a essayé de se tourner vers l'innovation. Est-ce que vous pouvez penser à un mot qui pourrait allier la danse et la finance? Je sais que c'est difficile, mais pour inspirer tous ces gens qui viennent aujourd'hui parler d'innovation et voilà. Peut-être le mouvement. Être en mouvement. Voilà. Je ne sais pas si ça vous parle, mais en tout cas, oui. Voilà. On garde. Et toi, Toon? Je dirais que la finance, c'est une question délicate puisque la finance est très large. Et je trouve que dans la finance, il y a beaucoup de métiers différents. Donc, je ne sais pas si la gestion patrimoine
être totalement dans la finance, un petit peu, mais je ne sais pas si c'est totalement précis ce que je dis. Mais je dirais que, enfin, si je devais trouver un mot, ce serait la sensibilité. Je ne parle que pour mon métier de gestionnaire de patrimoine, puisque dans la danse, il est assez évident que la sensibilité artistique est très importante. Et dans la gestion patrimoine, je dirais qu'il y a 80% d'humain, d'écoute et de sensibilité, de comprendre la personne qui est en face de nous, et peut-être 20% de technique. Donc le deuxième mot, ce serait la technique, puisque dans la danse aussi, il y a notre interprétation artistique. C'est ça qui peut donner et faire passer l'émotion au public. Mais la technique est aussi très importante parce que sans ça, on ne peut pas vraiment exécuter les mouvements et les pas correctement. Et bien, dans la gestion patrimoine, je dirais que c'est un petit peu pareil. On arriverait à rien faire avec uniquement la technique. Mais la technique est aussi très importante parce que sans ça, on va faire des erreurs très graves. Mais l'essentiel pour moi, c'est quand même la sensibilité. Et donc je dirais, si c'est un mot, ce serait la sensibilité. Super. Merci Héloïse, merci de nous avoir accompagnés dans votre lieu de travail pour commencer cette journée et merci à vous. Merci Ariel.